Bienvenue à tous les professionnels de la formation, du développement des compétences. Aujourd'hui, on plonge dans une méthode pédagogique qui fait parler d'elle, PARMA. Oui, On va essayer de comprendre d'où elle vient, quelles sont ses idées de base, ses racines conceptuelles, c'est ça. et surtout comment elle propose une approche un peu différente pour concevoir les formations. Mhm. Et on va se concentrer sur un aspect bien précis, son lien avec la pensée des systèmes complexes. Exactement. Alors, PARMA, pour rappel, c'est un acronyme. Perception, association, mémorisation, réflexion et action transformatrice. Ok, Et ce n'est pas une méthode qui sort de nulle part, hein. Elle s'inspire de pas mal de recherches en sciences cognitives, sur l'apprentissage bien sûr. oui, Et puis, comme on va le voir, sur comment les systèmes vivants, les systèmes sociaux, apprennent, s'adaptent, des systèmes qui sont par nature complexes et souvent imprévisibles. d'accord. Donc c'est pas juste une recette miracle, quoi. C'est ancré dans une réflexion plus profonde sur comment on apprend réellement. Tout à fait. Bon. Alors, le plan pour aujourd'hui, d'abord, on décortique ces fameux concepts. Système complexe, non-linéarité, émergence. On va s'appuyer sur nos sources pour ça. D'accord. Ensuite, pour que ce soit bien concret, on prend un exemple. Un cas tiré de l'Organizational Behavior Management, l'OBM. Oui, l'intégration des nouveaux. Exactement, l'intégration des nouveaux employés. Et on va voir comment PARMA, avec cette grille de lecture système complexe, pourrait aborder ce sujet. Prêt ? Allons-y. Alors, commençons par le cœur du sujet. Les systèmes complexes. Bon, ça peut paraître un peu abstrait au début. Oui. On trouve cette idée par exemple dans les travaux d'Esther Tellen sur le développement de l'enfant, cités dans nos sources. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Un système complexe, en gros, c'est un ensemble d'éléments, de parties, on peut dire des sous-systèmes, qui sont nombreux, variés et surtout qui interagissent tout le temps les uns avec les autres. Pensez au cerveau, ou une équipe, une organisation, ou même, comme le montre Zelen, l'apprentissage d'un geste chez un bébé. D'accord. La clé, c'est que ces interactions, elles sont pas simples, pas directes. Elles sont souvent indirectes, multiples, et elles aboutissent à un comportement global du système qu'on ne peut pas facilement prévoir juste en regardant les pièces détachées. Donc, on oublie l'image de la machine bien huilée où chaque rouage a sa place et son effet attendu. Exactement. Et il y a deux idées fondamentales ici, la non-linéarité et l'émergence. Ok, La non-linéarité, ça signifie que les effets ne sont pas proportionnels aux causes. Une toute petite chose, une info anodine, une rencontre, ça peut avoir des conséquences énormes, parfois complètement inattendues. ah oui, C'est un peu l'idée que Père Bach explorait avec ses tas de sable, vous savez. Un grain de sable ajouté peut ne rien changer ou déclencher une avalanche. d'accord. Pour un formateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un détail dans une simulation, une question d'un participant, ça peut avoir un impact bien plus grand qu'une séquence pédagogique super bien préparée. Je vois. Ça remet un peu en cause notre envie de tout contrôler dans l'apprentissage, juste en découpant bien le contenu. Mhm. Et l'émergence alors ? C'est quoi? L'émergence, c'est l'idée que les propriétés intéressantes du système, une compétence, une idée, une stratégie d'équipe, même la pensée humaine, elles sont pas préécrites, pas localisées dans un seul endroit. Elles émergent, elles naissent des interactions dynamiques entre toutes les parties. Elles apparaissent en quelque sorte. Oui, et souvent en interaction avec l'environnement. Si on reprend l'exemple de Télène sur l'enfant qui apprend à marcher ou à attraper un objet. Oui. Ce n'est pas un programme moteur interne qui se déroule, non, c'est un comportement qui émerge des interactions entre les muscles, la perception visuelle, l'équilibre, la motivation de l'enfant et l'environnement, le type de sol, l'objet à attraper, le soutien des parents. La solution est co-construite par tout le système en action. C'est fascinant. Ça veut dire que la compétence, c'est pas une chose qu'on a en stock, mais plutôt une propriété dynamique du système quand il agit. C'est tout à fait ça. Les sources parlent de cognition incarnée, distribuée. La pensée, elle n'est pas juste dans la tête, elle émerge de l'activité globale, corps, esprit, environnement. D'accord. C'est un peu comme un motif dans un tapis. Le motif, il n'existe pas dans un fil unique, mais dans l'entrelacement de tous les fils. John Holland, un autre auteur cité, montre bien comment les systèmes apprennent en créant des règles internes, basées sur leurs interactions, et comment ces interactions changent à la fois le système et son environnement. C'est l'adaptation qui construit la complexité, en fait. Ok, mais alors, si les compétences émergent, si tout est non linéaire, dépendant du contexte, c'est un sacré défi pour nous les formateurs, hein. Ah oui, Nos méthodes sont souvent très structurées,
séquentiel, module 1, puis module 2, évaluation, et hop, compétences acquises. Est-ce que cette vision systémique rend tout ça obsolète? Bah, disons qu'elle questionne fortement nos habitudes, surtout pour les compétences complexes. Une approche trop linéaire risque de former des gens qui savent réciter une procédure, mais qui sont perdus face à une situation réelle, toujours un peu différente, dynamique, pleine d'imprévus. Ils savent la règle, mais pas comment jouer le jeu, en somme. Voilà, on risque de passer à côté de l'essentiel, la capacité à naviguer la complexité, à s'adapter. C'est un bon point. Bon, ces idées de système complexe, d'émergence, ça peut sembler un peu théorique. Hmm. Oui, mais ça devient très parlant quand on les applique à un défi concret des entreprises, et donc des formateurs, l'intégration des nouveaux collaborateurs. La fameuse socialisation organisationnelle. C'est un enjeu majeur. Absolument. Et les sources sur l'OBM le montrent très bien. Quand l'intégration se passe bien, eh bien on a de meilleures performances, plus d'engagement, de satisfaction et moins de départs. Oui, Et on sait tous que ça ne se résume pas à cocher des cases sur une checklist d'accueil. Il y a quelque chose de plus, organique, qui doit se produire. et dans ce processus, on met souvent en avant, et c'est logique, le comportement proactif du nouveau. Oui, Celui qui pose des questions, qui cherche l'info, qui essaie de comprendre comment ça marche vraiment. Les études, comme celles sur des ingénieurs en Inde citées dans nos sources, montrent que ça aide beaucoup à s'intégrer. c'est vrai. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce qu'il suffit de dire aux nouveaux « Allez-y, soyez proactifs » Eh bien, si on regarde ça avec les lunettes système complexe, on voit que c'est plus subtil. Ah, La socialisation, on peut la voir comme un processus adaptatif complexe. Le nouvel employé, c'est un sous-système. Ses compétences, ses attentes, sa personnalité. ok. Son équipe, son manager, l'organisation, avec sa culture, ses règles non dites, ses réseaux informels. Ce sont d'autres sous-systèmes. Et tout ça interagit en permanence. D'accord. L'intégration réussie ou même l'efficacité d'un comportement proactif, ce n'est pas juste le résultat d'une consigne ou d'un trait de caractère. C'est un phénomène émergent de toutes ces interactions. Donc, la même action proactive, mettons, aller demander de l'aide à un collègue plus ancien, ça pourrait être super bien vu dans une équipe. Oui, Et très mal perçu dans une autre. Selon la culture, la charge de travail du collègue, la façon de demander, c'est ça, la non-linéarité et la dépendance au contexte. exactement ça. Un petit détail dans l'accueil, la toute première interaction avec le manager, une blague qui tombe à plat, la façon dont l'équipe gère une erreur, tout ça peut avoir un impact énorme sur la suite. C'est là que des outils comme les Realistic Job Previews, les RJP, Les aperçus réalistes du poste. voilà, ceux qui visent à donner une image fidèle du job et de l'ambiance avant même d'embaucher, eh bien, ils prennent une autre dimension. Comment ça? Ils ne servent plus juste à lister les tâches. Ils peuvent donner un premier aperçu de la dynamique réelle du système. Comment on communique vraiment ici? Quelles sont les tensions, les attentes cachées? D'accord, je vois mieux le lien. Ça nous amène à la question clé alors. Comment PARMA, avec cette vision système complexe, aborderait la formation pour aider à cette intégration réussie, à cette proactivité efficace des nouveaux? Mhm. J'imagine qu'on ne se contenterait pas de donner une liste de bons comportements ou un organigramme. Ah non, certainement pas. PARMA revisiterait ces 5 phases sous cet angle. Prenons P, perception. Oui, L'objectif, ce ne serait pas juste de donner des infos factuelles, qui fait quoi, où est la machine à café. Non, ce serait d'aider le nouveau à décoder le système organisationnel dans sa complexité. c'est-à-dire? Comment circule vraiment l'information leadership? Quels sont les réseaux d'influence non officiels? C'est quoi la vraie culture de l'équipe sur la prise de risque, la collaboration? On chercherait à développer ce que Carl Weick et Kathleen Sutcliffe appellent la sensibilité aux opérations. Ah oui, dans les organisations à haute fiabilité. Exactement. Cette capacité à repérer les petits signaux, les anomalies, à sentir la dynamique cachée avant qu'un gros problème n'arrive. Donc on ne donne pas juste la carte du territoire, on apprend à lire le paysage, à voir les courants sous-marins. C'est tout à fait l'idée. Ensuite, A, association. Là, on aiderait le nouveau à faire des liens systémiques. Des liens systémiques. Pas juste si je fais A, il se passe B, mais plutôt comment cette action
proactive, contacter telle personne pourrait influencer la perception de mon chef, la charge de mon collègue, la dynamique de l'équipe, quelles sont les boucles de rétroaction possibles. Ah d'accord. On pourrait utiliser des cas comme celui des ingénieurs indiens pour analyser ça. Une proactivité bien ciblée apporte plus d'infos, de soutien, ça facilite l'intégration, ça donne confiance pour être encore plus proactif. Ou l'inverse, si c'est mal perçu. Comprendre ces liens, c'est essentiel. On passe d'une logique de cause à effet simple à une vision des interdépendances, quoi. C'est ça. Et pour la mémorisation, le M. Alors, M, mémorisation, ça ne serait pas seulement retenir des procédures ou des noms, ce serait plutôt mémoriser des schémas d'interaction qui reviennent souvent, des configurations typiques de situations sociales ou professionnelles dans cette organisation précise. Des patterns. Oui, des patterns, des scripts implicites. Comment on navigue une réunion un peu tendue? Comment on présente une idée nouvelle ici? Comment on demande de l'aide sans passer pour un incompétent? Les recherches sur l'expertise montrent que reconnaître ces schémas, c'est crucial pour agir vite et bien dans la complexité. C'est comme en reconnaître les airs de musique que joue le système. Une sorte de répertoire de chorégraphie sociale et pro, adapté au lieu. Intéressant. Et la réflexion, R. Réflexion devient absolument clé dans une approche systémique. L'idée, c'est d'inciter le nouveau à réfléchir activement sur ses propres interactions dans le système. Comment ça va? Pourquoi cette initiative a marché? Pourquoi celle-là a échoué? Ou presque. On retrouve le concept de quasi-échec, le near miss des HRO, qui est super riche pour apprendre. Quelles étaient mes idées de départ sur le fonctionnement de l'équipe, de l'entreprise? Est-ce que ce que j'observe les confirme ou pas? Il faut développer la métacognition, penser sur sa propre façon de penser et d'agir dans le système. C'est un apprentissage par l'expérience, mais beaucoup plus guidé vers la compréhension de la dynamique globale, pas juste sur le résultat immédiat de l'action. Exactement. Et tout ça mène à la dernière phase. A. Action transformatrice. Oui. Le but final, c'est pas de former des exécutants qui appliquent des recettes. C'est de développer leur capacité à agir de manière adaptative, ajustée, dans un système vivant qui change, parfois ambigu. Donc on encourage l'expérimentation. Oui, une expérimentation raisonnée. Tester différentes façons d'être proactif sur des petits enjeux. Observer attentivement comment le système réagit. Les collègues, le chef, l'impact sur le projet. Et ajuster sa stratégie. L'idée, c'est de développer la résilience. Encore un concept HRO. La capacité à encaisser les coups durs. Oui, à faire face aux difficultés inévitables, à l'incertitude, au stress, du changement, un thème fort dans les sources OBM, tout en continuant à apprendre et à contribuer. L'action devient une sorte d'exploration intelligente du système. Attendez, si je résume bien tout ça, PRMA, vu comme ça, sous cet angle systémique, elle ne cherche pas tant à dire au nouveau quoi faire ou quoi savoir, Non, mais plutôt à développer sa capacité à lire le système, perception, à en comprendre les liens, association, à en reconnaître les motifs, mémorisation, à apprendre de ses interactions avec lui, réflexion, c'est ça. pour pouvoir y agir de manière plus fine, plus adaptative, action transformatrice. C'est assez différent d'une approche classique quand même. C'est tout le point, oui. Elle vise à développer une forme d'intelligence de la situation, une capacité à naviguer la complexité de l'organisation. Pour reprendre une image de Donella Meadows, une autre pionnière de la pensée systémique, il s'agit moins de vouloir contrôler le système que de comprendre ses leviers et d'apprendre à danser avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Finalement, cette exploration de Parama, via les systèmes complexes, ça nous montre une approche de la formation qui veut aller au-delà du simple transfert d'infos. Oui, Elle met vraiment l'accent sur le développement de capacités pour percevoir, interagir, s'adapter dans des environnements qui sont dynamiques et souvent imprévisibles. L'exemple de l'intégration des nouveaux et de leur proactivité montre bien comment cette perspective peut renouveler notre façon de voir des défis de formation assez classiques. il faut rappeler qu'on a juste effleuré une des sources d'inspiration de Parma aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Comme on l'a dit, elle intègre aussi plus largement ces idées de non-linéarité, d'émergence, mais elle puise aussi dans d'autres champs des sciences cognitives, de l'apprentissage, etc. L'importance du feedback, le rôle de la difficulté souhaitable, la métacognition, l'apprentissage incarné. C'est vraiment une tentative de synthèse pour penser la formation différemment. Bon, pour conclure, peut-être une question à laisser mûrir pour les professionnels de la formation et du développement qui nous écoutent. Allez-y. Si on commençait vraiment à voir nos organisations non plus comme des machines à optimiser, mais comme des systèmes complexes, adaptatifs, vivants, en quoi ça pourrait transformer en profondeur notre façon de concevoir, d'animer et même d'évaluer toutes nos actions de développement? Bien au-delà de l'accueil des nouveaux, hein? C'est une excellente question. Et on pourrait ajouter quel potentiel positif émergent
L'innovation qu'on n'attendait pas, la collaboration qui naît spontanément, la résolution de problèmes complexes, la résilience collective face à une crise. Quel potentiel on pourrait mieux cultiver avec une approche plus systémique? Mm. Et à l'inverse, quelles initiatives, quelles énergies positives est-ce qu'on étouffe peut-être aujourd'hui sans s'en rendre compte, avec nos approches trop linéaires, trop contrôlantes, trop centrées sur des indicateurs simplistes? Vaste sujet de réflexion. En effet.